البلاد إلى هاوية التدهور. نهار الخميس كونوا الصباح في مراكزكم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Nabih Berri reçoit le président de l'Assemblée nationale du Koweït, plus gros pays donateur dans le dossier des réfugiés syriens. Al-Ghanem assure que son pays joue un rôle décisif dans la résolution de la crise syrienne, loin de la politique. En Irak, l'offensive de Daesh stoppée à Bakouba, à 60 km de Bagdad. Mais une grande partie du nord du pays reste encore entre les mains des insurgés. Une conquête éclair qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Le nouveau gouvernement égyptien se met au travail. Le Premier ministre et son cabinet ont prêté serment devant le président Abdel Fattah el-Sisi, le troisième chef de l'État en autant d'années. Et à suivre également dans ce journal, les circonstances sont réunies pour que la Grande-Bretagne rouvre son ambassade à Téhéran, fermée depuis novembre 2011. C'est l'annonce faite par le chef de la diplomatie britannique, William Hague. Nous sommes arrivés à un point de regretter Sykes-Picot en vue de la discorde dans les pays arabes. Une déclaration signée Nabih Berri lors d'un déjeuner en l'honneur du président de l'Assemblée nationale du Koweït, Merzouk Al-Ghanem. Le président du Parlement libanais a appelé son homologue koweïtien à œuvrer en faveur de l'unité et de l'arabisme des deux pays. Il a par ailleurs remercié son invité pour le parrainage du Koweït, plus gros pays donateur, pour faire face à l'afflux de réfugiés syriens. Al-Ghanem a pour sa part indiqué que son pays joue un rôle décisif dans la résolution de la crise syrienne, loin de la politique, assurant qu'il n'abandonnera pas le Liban. Le centre Carnegie pour le Moyen-Orient a lancé ce mardi le rapport de l'ESCOA sur l'intégration arabe comme moyen de renaissance humaine. Une cérémonie a eu lieu pour l'occasion à l'hôtel Phénicia à Beyrouth, en présence notamment de l'ancien Premier ministre Fouad Seniora, de la députée Bahi Al-Hariri ainsi que du représentant de l'ambassadrice de l'Union européenne. Dans son discours, Seniora a souligné l'importance de l'intégration arabe sur fond de défis et de menaces régionales, expliquant qu'elle constitue une nécessité absolue et que les pays arabes ne peuvent pas progresser sans démocratie. Le syndicat des employés de l'électricité du Liban appelle à la grève jeudi pour protester contre le blocage du projet de financement de la grille des salaires du secteur public. La dernière session parlementaire plénière consacrée au vote du projet de loi avait été reportée faute de quorum. Une nouvelle séance est prévue ce jeudi. Le syndicat a appelé tous les employés d'EDL à observer une grève et à manifester dans toutes les branches de la compagnie. Ban Ki-moon a annoncé la nomination du général italien Luciano Portolano pour diriger la FINUL, la force des Nations Unies déployée dans le sud du Liban. Il succédera ainsi au général italien Paolo Serra qui quitte le commandement de la FINUL le 24 juillet prochain après 2 ans et demi à ce poste. Âgé de 54 ans, le général Portolano occupe actuellement un poste de chef d'état-major adjoint dans l'armée italienne. Il a auparavant servi en Afghanistan au sein de la coalition internationale de l'OTAN. L'Italie est le plus gros contributeur de troupes à la FINUL, déployée depuis 1978 pour surveiller la frontière entre le Liban et Israël et compte environ 10 200 hommes. Voilà maintenant plus d'une semaine que les djihadistes sunnites ont lancé une offensive en Irak, affiliée au groupe radical de l'État islamique en Irak et au Levant. Ils ont déjà pris le contrôle de plusieurs provinces du nord du pays. Ce mardi, la direction de la plus grande raffinerie du pays a annoncé la fermeture du site par mesure de sécurité. Cette raffinerie est située entre Mossoul et Tikrit, deux villes tombées aux mains des insurgés. Par ailleurs, Tal Afar serait également passé sous le contrôle des djihadistes. Cette ville du nord de l'Irak est une enclave chiite dans une province à majorité sunnite. Les combats auraient fait des dizaines de morts. Plus près de Bagdad, les forces gouvernementales ont repoussé les insurgés de Bakouba au nord-est de la capitale, mais au prix de nombreuses pertes. Des centaines d'hommes se sont par ailleurs portés volontaires ces dernières heures pour rejoindre l'armée et combattre les insurgés. Puis les États-Unis envoient 275 soldats pour protéger leur ambassade à Bagdad alors que la rébellion sunnite gagne du terrain dans le nord du pays. Pour lutter contre les islamistes de Daesh, Washington s'est même entretenu hier avec une délégation iranienne en marge des négociations sur le nucléaire de Téhéran. John Kerry s'est dit ouvert à toute discussion dans la mesure où l'Iran est prêt à agir dans le respect de l'intégrité et de la souveraineté de l'Irak
et que le gouvernement est capable de se réformer. Pas question toutefois d'envisager une coopération militaire entre Washington et Téhéran, selon le Pentagone. Les deux pays se retrouvent de manière inattendue, côte à côte, face à un ennemi commun. Un ennemi qui affirme avoir massacré 1700 soldats chiites de l'armée de l'air irakienne. Une information qui n'a pu être vérifiée de manière indépendante. Dans un instant, direction le Kenya, cible d'une nouvelle attaque terroriste. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Une cérémonie organisée aux aurores, comme pour signifier qu'il y a urgence à remettre l'Égypte sur les rails. Le président récemment élu, Abdel Fattah al-Sisi, a convoqué son nouveau gouvernement très tôt ce matin pour prêter serment. Sur 34 ministres, 21 sont issus du gouvernement sortant, à commencer par le Premier ministre Ibrahim Mehleb. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim, considéré comme l'un des principaux promoteurs de l'implacable répression dirigée contre les frères musulmans, reste lui aussi en place. Un nouveau visage, celui du banquier Ashraf Salman, nommé au ministère de l'Investissement. La réapparition de ce ministère, distinct de celui du commerce et de l'industrie, aura un rôle important à jouer dans la relance d'une économie lourdement affectée par l'agitation politique. Ces 3 dernières années, 2 présidents ont été renversés, des centaines de personnes ont été tuées dans des violences, conséquence une chute du tourisme et des investissements et une hausse du chômage et du déficit public. La Grande-Bretagne va rouvrir prochainement son ambassade en Iran. C'est l'annonce faite par le chef de la diplomatie devant le Parlement. William Hague estime que les circonstances sont favorables à la réouverture de la mission diplomatique à Téhéran. L'ambassade britannique est fermée depuis qu'elle a été attaquée et saccagée par des manifestants proches du pouvoir iranien. C'était en novembre 2011. Londres a cependant rétabli des relations diplomatiques avec l'Iran en novembre dernier, au moment de la conclusion de l'accord provisoire sur le nucléaire iranien, en nommant un chargé d'affaires non résident. William Hague précise avoir discuté samedi de cette réouverture avec son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif. L'armée israélienne étend encore son opération de recherche des 3 jeunes Israéliens enlevés jeudi dernier. Après s'être concentré sur la ville de Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, Tsahal a mené l'offensive avec le renfort d'1 millier de soldats à Naplouse et dans le camp de réfugiés de Balata, situé à proximité. Plus de 200 Palestiniens, dont 41 membres du Hamas, ont été arrêtés depuis l'enlèvement. Israël accuse le Hamas de cet enlèvement et veut lui faire payer le prix fort. Mais le kidnapping a été revendiqué par des activistes qui se disent affiliés au groupe de l'État islamique en Irak et au Levant. Les islamistes Shebab revendiquent un nouvel attentat mené cette nuit sur la côte kenyane. Ils ont tué au moins 15 personnes dans le village de Porokomo, à quelques kilomètres de Mpeketoni. Ici même, où ils ont perpétré un massacre il y a 2 jours, une attaque qui a fait une 50aine de morts. Les victimes sont toutes kenyanes. Cette région côtière est très prisée des touristes occidentaux. Le porte-parole des Shebab a d'ailleurs appelé les étrangers à ne plus se rendre au Kenya. Revendiquant les attaques de ces 2 dernières nuits, il a promis de nouvelles actions terroristes. Les Shebab dénoncent la présence des troupes kenyanes en Somalie, des troupes engagées pour combattre justement les groupes islamistes. Les autorités de Nairobi ont annoncé un renforcement des mesures de sécurité à travers tout le pays. Les exportations françaises d'armement ont augmenté de 42% en 2013 par rapport à l'année précédente. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense à l'ouverture du salon de l'armement terrestre en région parisienne. Jean-Yves Le Drian est confiant, l'année 2014 sera encore meilleure avec des commandes qui devraient dépasser les 9 milliards de dollars. La France a fait un retour en force sur le marché moyen-oriental qui a représenté 40% du total de ses exportations. Elle poursuit aussi son implantation en Asie et en Amérique latine. Parmi les gros contrats de 2013, on compte la rénovation de la flotte saoudienne pour 680 millions de dollars, ainsi que la vente de satellites de communication au Brésil. La 2e édition du salon Euro-Satori réunit jusqu'à vendredi 1500 exposants de 58 pays. La robotique militaire est en plein essor justement parce que les décisionnaires ne veulent plus perdre des militaires. L'objectif principal, c'est la guerre électronique, j'ai envie de dire. Cela permet justement de sécuriser les militaires et de déporter en quelque sorte les moyens. L'intérêt de notre système est la complémentarité entre le drone, donc un robot
aérien, et le mini-robot, un robot terrestre, qui permettent donc d'éventuellement détecter un IED et permettre aux sapeurs du génie d'intervenir dessus. Angela Merkel n'a pas fait le déplacement pour rien au Brésil pour le premier match de l'Allemagne en Coupe du Monde face au Portugal. Un match qui s'est soldé par une victoire éclatante de la Mannschaft sur le score de 4-0. Sous les yeux de la chancelière, les joueurs de l'équipe nationale ont montré qu'ils étaient des candidats crédibles à un 4e titre mondial. Précisons enfin que ce match était le 100e match joué par les Allemands en Coupe du Monde. Et puis de la joie, mais surtout pas d'euphorie après la première victoire des Bleus face au Honduras. Les hommes de Didier Deschamps affronteront la Suisse ce vendredi à l'Arena Fontenova à Salvador de Bahia. Le sélectionneur de l'équipe de France assure que ses joueurs restent lucides malgré leur très bon début dans la compétition. On l'écoute. C'est bien, les joueurs ont se préparé depuis 4 semaines pour ce rendez-vous-là. Donc de répondre présent quand on a un rendez-vous au haut niveau, c'est quelque chose d'important. Il n'y avait pas d'euphorie, bien au contraire, parce que c'est une étape et la deuxième va venir très vite, puisque c'est vendredi, mais je n'ai pas vu de la part des joueurs d'excès dans ce côté-là. D'avoir de la confiance, et on en a magasiné encore hier, c'est quelque chose d'important, mais il faut qu'on reste lucide, et pour le moment, je vois des joueurs qui sont lucides. Quand ça se passe bien, voire très bien, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Là, on a eu un type d'adversaire avec des qualités spécifiques. L'équipe de Suisse, elle en a d'autres. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Nabih Berri reçoit le président de l'Assemblée nationale du Koweït, plus gros pays donateur dans le dossier des réfugiés syriens. El Ghanem assure que son pays joue un rôle décisif dans la résolution de la crise syrienne, loin de la politique. En Irak, l'offensive de Daesh stoppée à Bakuba, 60 km de Bagdad. Mais une grande partie du nord du pays reste encore entre les mains des insurgés. Une conquête éclair qui suscite l'inquiétude de la communauté internationale. Le nouveau gouvernement égyptien se met au travail. Le Premier ministre et son cabinet ont prêté serment devant le président Abdel Fattah el-Sisi, 3e chef de l'État en autant d'années. Et puis les circonstances sont réunies pour que la Grande-Bretagne rouvre son ambassade à Téhéran, fermée depuis novembre 2011. C'est l'annonce faite par le chef de la diplomatie britannique, William Hague. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.